La NASA a l'un des systèmes de défense les plus sécurisés au monde. Et cet homme l'a piraté seul et pour s'amuser. Mais il a aussi fouillé une centaine d'ordinateurs appartenant à l'US Army et au Pentagone. Les États-Unis l'accusent même d'avoir réussi le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Mais là où c'est intéressant, c'est pourquoi il a hacké tous ces systèmes? Pourquoi il a pris autant de risques? Il voulait juste trouver des infos sur les extraterrestres. Et devinez quoi? Il a réussi. Dans le monde du hacking, il y a toujours eu des légendes qui font de bonnes choses avec leur génie informatique. Ils sont appelés hackers white hat ou hackers éthiques. Ils vont par exemple rechercher des failles de sécurité informatique pour des entreprises. Ils sont aimés de tous et rendent service à un grand nombre d'entreprises. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il existe aussi une grande partie d'entre eux pour qui ce n'est pas le cas. Et des gens qui ne sont pas connus pour leur succès, mais pour leurs fautes et les dégâts qu'ils ont causés. Ils sont appelés black hat. C'est un sujet qui me passionne. Alors je vais te présenter Gary McKinnon, aka Solo. Pendant 2 ans, de 2001 à 2002, il y a un mec qui habite à Londres et qui a 36 ans, qui passe ses nuits à s'infiltrer et à se balader en touriste dans les systèmes de la US Navy, l'Air Force, la NASA et plein d'autres. Gary McKinnon, à l'époque, Le Figaro l'a décrit comme un mec qui ne se lave plus, vit en peignoir, perd son travail et sa petite amie. Mais ce quotidien de chômeur le jour et de hacker la nuit, ça va très bien à McKinnon. Mais un matin, à 8h, un fourgon de police de la répression des délits high-tech débarque chez lui. Ils prennent tous ses PC et McKinnon va subir un interrogatoire musclé de plusieurs heures. Dès le début, il joue carte sur table et décide de tout avouer. Il sait que les preuves étaient sur l'ordi qu'il s'est fait confisquer. Du coup, McKinnon avoue s'être infiltré pendant près de 2 ans dans les systèmes des États-Unis, alors qu'il était chez lui au calme à Londres avec une connexion catastrophique et un modem pourri. Il s'était donné autant de mal pour une raison précise. D'après lui, l'État américain avait une technologie extraterrestre et avait eu des contacts avec des ovnis. Et il cachait les preuves au grand public. Une magnifique théorie du complot. McKinnon s'était dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Donc, il décide d'aller vérifier tout ça, pour savoir si c'était vrai. Les flics, ils étaient sympas au début, et ils disent que McKinnon, il risque environ 6 mois d'intérêt général pour avoir joué les apprentis hackers. Mais le gouvernement américain a pris les choses en main. Il convoqua les enquêteurs anglais pour s'expliquer. Et quand ils rentrèrent des USA, l'attitude des flics changea radicalement. Quelque chose de lourd et sérieux pesait sur leurs épaules. Les USA voulaient que le Royaume-Uni fasse extrader McKinnon, c'est-à-dire qu'il le livre aux USA comme un chien livré en pâture pour qu'il y soit jugé. Et sa sentence était un peu plus épicée. C'était désormais 70 ans de prison qui l'attendait. Pas la même aux États-Unis quand même. Et tout ça en plus dans la plus célèbre et terrible prison des USA, Guantanamo. Et c'est à partir de là que les USA s'énervent en qualifiant ce que McKinnon avait fait du plus grand piratage informatique militaire et demandent qu'il soit extradé chez eux. Toujours selon eux, McKinnon aurait piraté près de 100 ordinateurs de l'État, pour un total d'environ 800 000 $ de dégâts. McKinnon a donné des interviews, dont une de 45 minutes pour le site du projet Camelot. Il dit pas qu'il est innocent, mais par contre, il est pas d'accord sur les dommages causés. Selon lui, il a endommagé ni infesté aucun ordinateur qu'il a visité. Il a fait qu'exploiter des failles de sécurité en entrant dedans. Si les USA veulent le jeter en prison, c'est plus pour l'empêcher de parler, et à cause du contenu qu'il aurait vu et ce qu'il aurait découvert. À votre avis, pourquoi McKinnon aurait risqué sa vie pour des histoires de petits hommes verts? Il avait pas mieux à faire? Trouver un boulot, non? Pour mieux comprendre sa passion pour la chose, retournons dans le passé, dans son enfance. Il faut savoir que Gary est atteint du syndrome d'Asperger. C'est un syndrome faisant partie du trouble du spectre de l'autisme. Il y a une dizaine de symptômes pour ce syndrome, et l'un d'eux est de se passionner pour un ou plusieurs sujets de manière obsessionnelle. Et lui, son obsession, c'est les extraterrestres. Il est fan d'ovnis et de tout ce qui est dans le ciel depuis tout petit. À l'âge de 10 ans, il avait peur de l'extérieur. Il passait des heures dans sa chambre à lire des livres sur l'espace ou à écouter de la musique. Et aussi, quand sa mère le suppliait d'aller jouer avec les enfants du quartier dehors, Gary, il lui répondait « S'il te plaît, ne me fais pas sortir pour jouer !» Quand il devait avoir à peu près 12 ans, une nuit, alors qu'il regardait le ciel, il vit une mystérieuse lumière se mettre à zigzaguer avant de disparaître. C'était ni un avion, ni un satellite, ni une météorite. Son beau-père avait vu des choses non expliquées dans le ciel, près de Bonny Bridge. Un endroit qui est très réputé pour avoir vu beaucoup d'objets non identifiés dans le ciel. Il a pu faire beaucoup de recherches sur les extraterrestres grâce à son premier ordinateur qu'il a eu à 14 ans. À l'époque, les Atari valaient 300 € et c'était très populaire.
Plus de 200 millions Atari ont été vendus entre les années 70 et les années 85 à Paris. À 15 ans, vu qu'il était captivé par l'ufologie, c'est-à-dire l'étude du phénomène ovni, il entre dans l'association Bufora, ou l'association britannique de recherche sur les ovnis. En grandissant, McKinnon devient un informaticien et il continue à s'intéresser au sujet. L'élément déclencheur qu'il poussa à s'infiltrer chez les Américains et dont il parle souvent, c'est le projet Révélation. En gros, c'est le recueil du témoignage de 400 personnes venant de plein de métiers. Pilotes, contrôleurs aériens, opérateurs radar, lanceurs de missiles, etc. Qui affirment tous avoir vu, et parfois même de très près, des ovnis ou mieux, des technologies ovnis exploitées par le gouvernement américain. Pour son propre profit et tout ça dans le secret. Par exemple, l'antigravité ou une énergie capable de remplacer le pétrole. Des trucs de science-fiction complètement tarés. Et ces personnes ont témoigné en faveur de cette cause farfelue, même avec ses risques pour leur carrière. McKinnon, donc, il a pensé que leurs témoignages, ils étaient plausibles, et s'ils étaient vrais, il voulait vérifier ça en allant à la source. La première chose à savoir des déclarations de McKinnon, c'est que les sites américains, c'est loin d'être la caverne d'Ali Baba. Il a passé 2 ans, presque chaque nuit, à raser les sites de la NASA. Pentagone et tout, hein. Durant toutes ces années, sa passion va grandir et il ne cesse de se donner tous les moyens possibles pour se consacrer à son but, qui est de prouver l'existence des ovnis. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à apprendre l'informatique de manière autodidacte. Il voyait ça comme un passe-temps. On n'a pas les mêmes passe-temps, hein. Pour l'anecdote, son premier job a été d'installer et de configurer des postes de travail avec Windows dans son temps. Mais il travaillait aussi sur des programmes de jeux vidéo, où il expérimentait son talent dans différents domaines de pointe, tels que l'intelligence artificielle, l'infographie et plein d'autres trucs. En gros, c'est un geek, et il est passionné d'informatique. Et c'est en 2001 que l'histoire qui nous intéresse commence. Son obsession pour l'ufologie prend une tournure assez excessive. Et c'est là qu'il va commencer à chercher. Il va chercher dans des ordinateurs qui appartiennent au gouvernement américain. Il a 34 ans et il commence à pénétrer 97 ordinateurs appartenant à la NASA, à l'armée de terre, à la marine ou encore au ministère de la Défense, de l'armée de l'air ou du Pentagone. À l'intérieur de toutes ces bases de données, il va principalement se concentrer sur tout ce qui peut toucher aux ovnis. Et ensuite, il s'intéresse à d'autres thèmes, comme une quelconque technologie secrète permettant l'utilisation de l'énergie libre. L'idée de l'énergie libre, c'est qu'il existerait des formes d'énergie faciles, d'accès abondantes, gratuites et simples à exploiter, mais que les gouvernements nous cacheraient pour continuer à gagner de l'argent. Gary a dit « Les retraités ne peuvent pas payer leurs factures de carburant. Des pays sont envahis pour que des nations occidentales s'attribuent des contrats pétroliers, et pendant ce temps, des membres du gouvernement secret dissimulent des technologies concernant l'énergie libre. » Ce genre de théories reviennent très souvent quand on parle d'extraterrestres. Selon une théorie, les Américains seraient en train d'étudier justement ces technologies extraterrestres pour comprendre ce qui se passe. Et voilà, ça fait partie de toutes ces histoires. Et à ce moment-là de la vidéo, on pourrait se dire, ok, ce genre de recherche, ce genre de pratique de pouvoir fouiller, de pouvoir pirater un ordinateur du gouvernement, c'est seulement réservé à quelqu'un qui maîtrise l'informatique, ou en tout cas à quelqu'un d'expérimenté qui a des connaissances dans le domaine. Et le truc, c'est que les centaines d'ordinateurs qu'il fouillait, pour la plupart, n'avaient pas de mot de passe. Ça veut dire qu'il n'était pas nécessaire d'être des pirates, et c'est d'ailleurs pour ça que Gary a refusé d'accepter l'accusation de piratage informatique fait par le gouvernement, car il avait accès aux ordinateurs sans faire grand-chose pour s'introduire dans les systèmes du Pentagone et de la NASA. En gros, il se connecte sur les ordinateurs depuis chez lui et utilise la technique d'exploitation de relations de confiance entre les ordinateurs. En gros, il part d'un site mal protégé, il scanne le système pour voir les ordinateurs encore allumés et sans mot de passe, il s'introduit alors dans l'ordi en y installant un programme tout à fait légal où il cherche un ordinateur sans mot de passe. Et après, il en prend le contrôle comme un zombie. Et comme ça, avec un ordinateur militaire, l'adresse internet qu'il utilise était digne de confiance pour d'autres sites plus difficiles d'accès. Comme ça, il gravit peu à peu les échelons et s'enfonce plus encore dans le système. Pour faire un parallèle, c'est comme si tu essayais de piquer chez le directeur ton bulletin de notes catastrophique. Donc tu vas dans la salle des surveillants et tu vérifies tous les casiers pas fermés à clé. Tu empruntes la tenue d'un des surveillants dans un des casiers ouverts. Avec la tenue, on te prend pour l'un d'eux. Tu gagnes la confiance des profs et tu vas dans la salle des profs. Là pareil, tu vas checker le soir quand il y a personne, les casiers pas fermés, pour piquer un vêtement de prof. Et avec ce vêtement, tu te fais passer pour un prof. Tu vas dans le bureau du proviseur et là tu trouves ton bulletin foireux
foireux. Et tu le brûles ou le bouffes, tu fais comme tu veux. Et pour en revenir à McKinnon, il a été surpris qu'autant de sites militaires américains étaient aussi mal protégés. Comme par exemple, le fait de ne pas avoir de mot de passe, d'avoir des casiers qui n'étaient pas fermés à clé, quoi. Ce fou, il avait même laissé une note sur le site du Pentagone qui disait « Your security sucks ». Votre sécurité est nulle, en français. Et il serait prêt à parier pas très cher que si quelqu'un reproduisait ce qu'il avait fait lui, il pourrait refaire la même chose. Peut-être qu'en ce moment même, certains sont en train de le faire, mais eux ne se font pas prendre. Petite anecdote qui lui est arrivée pendant ses recherches, il faisait ça uniquement la nuit, il faisait attention d'être bien sur le fuseau horaire de nuit pour les Américains, comme ça il n'y avait pas beaucoup de monde devant les ordinateurs, voire personne. Mais une nuit, McKinnon a été surpris une fois en train de fouiller. Un ingénieur réseau se rend compte que l'ordinateur est piloté à distance. L'ingénieur qui est directement devant cet ordinateur, il lui demande via le workpad, qui est là. Gary à ce moment-là il panique, bon je pense qu'il doit vraiment se chier dessus là. Il dit ok c'est foutu, mais heureusement pour lui, il lui répond du tac au tac comme ça, qu'il fait partie de la sécurité militaire informatique et que justement, il y a un petit intrus dans la machine, donc il fait une vérification à distance, au cas où quoi. L'ingénieur il le croit, on sait pas comment, et lance une vérification d'antivirus sur la machine. Heureusement, rien n'est détecté, parce que rien n'est installé, heureusement pour McKinnon. Il s'est introduit pendant 2 ans sur des centaines de machines. Alors, est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Concernant l'énergie libre, c'est-à-dire cette énergie extraterrestre infinie qui coûte que dalle, McKinnon affirme n'avoir absolument rien découvert. Mais concernant les ovnis, c'est beaucoup plus intéressant. Il avait lu sur le site Projet Révélation que Donna Hart, je sais pas comment on prononce, une experte photographique de la NASA, que dans le bâtiment 8 du centre spatial Johnson de Houston, des employés passent leur temps à retoucher les images satellites haute résolution pour effacer les ovnis. Et une fois que les images étaient nettoyées, elles étaient vendues aux universités et d'autres instituts selon les théories de Donna Hart. Gary a donc fait des recherches dans le bâtiment 8, eux aussi protégés par des mots de passe inexistants, et il découvre sur l'un d'eux un mystérieux dossier avec dedans des dossiers, non sans blague. Il y en a un qui s'appelle filtré et l'autre non filtré. Ils sont remplis d'images très lourdes, pèsent entre 200 à 300 mégaoctets chacune. Bon là je pense que vous comprenez pas trop combien ça fait, mais en gros pour vous dire, une image standard en 1080p, donc d'une bonne qualité, aussi grande qu'un écran d'ordi d'ailleurs, sur Google Images on en trouve de bonne qualité qui font dans les 1 mégaoctet. Et là ces images elles pèsent 200 fois plus. Elles doivent être gigantesques. Et avec sa connexion bancale, qui je vous le rappelle n'est qu'un modem 56K, pour télécharger qu'une de ces images, il lui faudrait 20 heures. C'est pas gagné. Il a l'idée de réduire la qualité et la taille des images pour les charger rapidement. Big brain. Dans le dossier non filtré, il en ouvre une au hasard, et même comme ça a pris un temps de fou. Au fil des minutes qui passent, McKinnon voit la Terre qui s'affiche ligne après ligne, très lentement, et en saccadant un peu. Au-dessus, il voit très clairement un objet en forme de cigare, au bord légèrement aplati, avec des dômes sphériques en dessous et au-dessus. Il dit que ce truc n'avait rien à voir avec un satellite. Il n'y avait ni d'antenne, ni de soudure, et rien du genre non plus. Il dit « Je suis accro à l'espace depuis 14 ans, donc j'en ai vu des photos de satellites. » Donc il ne met que quelques secondes pour en déduire que cet objet n'était absolument pas naturel, et pas humain non plus. Avant que l'image ne soit chargée, tout d'un coup, le curseur de l'ordinateur qu'il contrôlait à distance fonce et bouge tout seul et double-clique sur le réseau local et le ferme. Ce qui expulsa instantanément McKinnon du site. Donc quelqu'un à l'autre bout du globe, dans le centre spatial Johnson, a dû se rendre compte qu'un intrus contrôlait des ordinateurs à distance. McKinnon dit qu'il n'avait pas assez de temps pour prendre une capture d'écran. C'est à partir de là que les problèmes commencent pour Gary. La sécurité a pu remonter à son adresse IP, mais McKinnon n'avait pris aucune précaution particulière, étant même jusqu'à aller utiliser sa propre adresse email. Trop con le gars, vraiment. Et malheureusement, en mars 2002, des policiers ont débarqué chez lui avec un mandat de perquisition pour l'arrêter. McKinnon était conscient que toutes les preuves étaient dans son ordinateur, et que la police allait trouver tôt ou tard ces preuves. Donc il a reconnu s'être introduit sur des sites classés secret défense. Pour Gary, ça a été un peu l'enfer juridiquement, parce que les États-Unis voulaient absolument le juger dans le pays. Mais il a toujours insisté sur le fait qu'il faisait ça pour nourrir sa propre curiosité, et qu'il disait que la sécurité des réseaux était à chier. La procédure a duré 10 ans, il a eu le soutien de personnalités allant de David Gilmour à Sting. Et la justice anglaise a décidé de ne pas livrer McKinnon aux Américains, de peur que Gary fasse une connerie et mette fin à ses jours, compte tenu de sa maladie et de son état psychologique. Après avoir passé près de 10 ans dans les ténèbres, c'est lui-même qui dit ça, McKinnon est acquitté et le voilà définitivement libre. Il y a autre chose que Gary a trouvé durant ses recherches qui est intriguant. Une nuit, alors qu'il était sur les systèmes de la NASA, ou de l'US Navy, il n'est pas très sûr, il voit dans l'un des ordis une feuille Excel, dont le titre était « Officier non terrestre », Non-Terrestrial Officers en anglais, t'as vu l'accent? En l'ouvrant, il découvre 20 à 30 lignes de noms de personnes et de grades.
camarades. Après quelques recherches, il ne trouve rien qui ressemble à un des officiers non terrestres. Aussi bien dans la documentation officielle de l'armée que celle du gouvernement. Il avait aussi trouvé une feuille contenant une liste de transferts de vaisseau à vaisseau et de flotte à flotte. En gardant en tête que si c'est une flotte, ça doit avoir beaucoup de vaisseaux. Et ces vaisseaux n'avaient rien à voir avec l'US Navy. McKinnon, à part être surexcité comme un gamin, a alors pensé que les États-Unis sont en train de constituer un corps de marine de l'espace. Bon, ça fait très Starship Trooper dit comme ça, mais c'est l'idée. Et des officiers non terrestres, c'est pas forcément des humains qui sont en orbite autour de la Terre. Mais aussi, pourquoi pas, soyons fous, on est plus à ça près, des gens qui vivent sur une autre planète ou sur l'une de notre système solaire. Ou peut-être même un vaisseau spatial voyageant dans l'espace. Du coup, McKinnon pense que les États-Unis sont en train de créer un corps militaire spécial dans l'espace, en utilisant de la technologie extraterrestre qu'ils ont eue d'une façon ou d'une autre. Et puis c'est tout. De ce que prétend McKinnon, en 2 ans à raser les systèmes, c'est tout. Et pour en revenir aux USA, McKinnon pense que c'est naturel, dans l'ordre des choses et dans leur habitude de faire, de vouloir contrôler l'espace. C'est la dernière frontière en même temps. Et Gary pense que c'est normal qu'ils veulent développer secrètement une force capable d'aller dans l'espace. Comme ils ont cherché au XXe siècle, avec la guerre froide, à étendre leur emprise sur le monde, par la force, la diplomatie, etc. Pour l'espace, McKinnon pense que les USA ont utilisé une technologie OVNI rétro-conçue. En gros, recréée à partir de véritables OVNI qu'ils ont eu en leur possession. Mais dans le plus grand des secrets, pour garder une longueur d'avance sur les autres pays. Parce que si ça se savait officiellement, qui accepterait que les USA gardent pour eux une technologie venant de l'espace? Personne. Elle devrait appartenir à tout le genre humain, non? Et pendant une longue interview, une journaliste a demandé à McKinnon s'il n'avait pas gardé des infos secrètes de ses balades dans les systèmes américains, et s'il ne tenait pas en sécurité pour pas finir un matin avec une balle dans la tête, quoi. McKinnon avait juste esquivé la question, et lui avait simplement répondu « Je ne vais pas disparaître ». Il y a 12 ans, les poursuites judiciaires contre lui ont été abandonnées au Royaume-Uni. Pour des raisons alambiquées, soi-disant de santé, il ne pourra pas être extradé aux USA. McKinnon est donc relaxé et libre de ses mouvements. Aujourd'hui, Gary, il a plus de problème avec la justice. Et maintenant, il donne des conférences uniquement sur son expérience de programmation. Et il écrit aussi des blogs. Maintenant que t'as entendu cette histoire, il reste une question. Enfin, plusieurs. Est-ce qu'il a vraiment découvert et vu ces choses? Et s'il a dit la vérité, a-t-il dit toute la vérité? Moi, je pense que oui. Après tout, cette histoire lui a quand même attiré beaucoup plus de négatifs que de positifs. Et peut-être qu'il y a une raison rationnelle à ces trouvailles. Aussi genre, pourquoi il a pas gardé une preuve visuelle? Peut-être qu'il a pas eu le temps de garder une preuve. Ou peut-être plutôt qu'il a passé un accord avec les gouvernements. Du genre, si tu parles pas, t'auras rien. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le moi dans les commentaires et like la vidéo si t'as aimé. C'était Blax, à la prochaine!